Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce décryptage d'Acuité TV. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer plus particulièrement au métier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'activité lunetier de la profession. Donc en vous rapprochant de ces activités, c'est un petit peu une manière de redorer le blason de la profession qui a été terni par les médias ces dernières années. Alors qu'ils soient meilleurs ouvriers de France lunetiers, designers ou opticiens, ils ont tous à cœur sur ce plateau de vous faire partager leur passion des matériaux et de l'artisanat. J'accueille sur ce plateau Monsieur Christin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'Association des meilleurs ouvriers de France lunetiers. Également Charles Dagneau. Bonjour. Qui est opticien et donc fondateur du site lu-net.fr. Benoît Ludon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes major de la promotion bachelor lunetier créateur à ISO Paris 15. Et enfin Cyril Xémar qui est opticien lunetier créateur. Bonjour Cyril. Bonjour. Monsieur Christin, je vais vous poser une première question. Comment, chez les meilleurs ouvriers de France lunetier, vous expliquez un petit peu ce regain d'intérêt des opticiens pour les activités de lunetier? Suivant l'évolution du marché par rapport au début de l'optique lunetterie, on peut voir que l'évolution de ce marché suit l'évolution du marché de détail et avec un retard, les agressions des grands groupes et la distribution par rapport aux petits commerces a évolué. Et pour se distinguer, seule la technicité peut être l'élément de distinction par rapport aux grandes chaînes de distribution. Et est-ce que ce retour aux sources était également plébiscité par les porteurs ? Dans ma clientèle, pour laquelle je fabrique des lunettes sur mesure, une fois qu'ils ont goûté à la réalisation d'un produit, ils ne reviendront pas vers des produits plus simplistes. Je n'ai pas dit que les lunettes de série étaient simplistes, mais correspondent peut-être moins à leurs demandes. Donc l'avantage, c'est qu'on peut répondre à une demande d'esthétique, mais de réponse technique. Je parle surtout à tous les accidents, toutes les malformations qui permettent d'être appareillées alors qu'une lunette standard est impossible. Donc on est dans la personnalisation, dans la technicité. Monsieur Xémar, vous avez lancé sur Facebook un groupe qui réunit des opticiens lunetiers qui ont envie de se lancer dans la création. De plus en plus vous rejoignent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'y passe sur ce groupe-là ? Eh bien, disons que dans ce groupe, je ne suis pas tout seul, il y a également Charles. Oui, vous y êtes tous, du coup vous y discutez tous. On réunit pas mal, un petit peu de créateurs, d'opticiens qui essayent de fabriquer des lunettes eux-mêmes. Et on a un petit peu tous les niveaux. On a un meilleur ouvrier de France dans le groupe, on a des débutants, et chaque jour il y a des nouvelles demandes. D'accord. Voilà. Donc vous échangez entre vous, des méthodes, vous parlez des matériaux, des demandes, des créations. On essaye de communiquer beaucoup sur les apprentissages de techniques, parce qu'on passe tous par les mêmes étapes. Il y a certaines étapes qui sont un petit peu complexes à acquérir. Tout le monde n'a pas fait le choix de faire le stage chez les MOF pour certains choix. Et on essaye de partager ensemble sur ces écueils et de partager nos astuces pour la fourniture de matières premières et de matériel. Monsieur Dagneau ? Oui, je me permets de dire qu'effectivement avec Cyril on a fait ce groupe parce moi j'ai eu la chance d'avoir étudié l'optique lunetterie en BTS où on avait des matières comme le façonnage, où on nous apprenait la soudure, à travailler l'acétate avec Monsieur Demey qui était d'ailleurs MOF aussi. Aujourd'hui, j'ai le regret de dire qu'à part vendre des lunettes, on ne nous apprend plus la technicité, au moins les bases. Et qu'on voit qu'il y a plein de jeunes opticiens lunetiers, le nom de notre BTS, qui essayent d'apprendre par eux-mêmes, en autodidacte, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas forcément se permettre de faire un stage chez les MOF, qui est effectivement la seule pratiquement solution à avoir. Via Facebook, on a différents lunetiers. Ah oui, comment on fait ça ? De souvenir, je me souviens que mon prof il faisait ça. Moi j'utilise ça. Et aujourd'hui, on a des nouvelles machines. En l'occurrence, moi, pour l'impression 3D, mais vous avez des découpeuses laser, des CNC, toutes ces machines qui étaient inaccessibles il y a 20 ans, aujourd'hui, qui le sont beaucoup plus. Et on se débrouille avec ça. Mais bien entendu, ça ne remplace pas le travail d'un artisan lunetier
dont les MOF font partie, et qui, je sais pas, au niveau de la technicité, les machines ne vont pas tout faire, mais Bien elles sûr. sont un accessoire, un outil qui sont très pratiques, que si moi en 98 on m'avait dit, voilà, maintenant tu as appris à scier la plaque d'acétate à la main, bon c'est laborieux, t'es pas très bon, mais si on m'avait dit, voilà, tu vas pouvoir travailler ça sur ordinateur, sur des CNC, avec des imprimantes 3D pour faire des protos, j'aurais jamais laissé tomber la façonnage. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne traiterait pas de vendeurs de lunettes, on serait encore des opticiens lunetiers. C'est bien ce que je disais, donc une façon de redorer le blason de la profession. Exactement. Monsieur Xemar, vous êtes également lancé dans l'aventure, donc comme je le disais, vous êtes opticien lunetier créateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous est venue cette idée? Ben, c'est effectivement en réponse aux attaques des grands groupes, des groupes d'assurance, des groupes commerciaux. Et ma passion pour mon métier en fait s'est réveillée par une passion sur la monture. Donc j'ai commencé par me remettre au façonnage, faire des lunettes pour moi, pour mon entourage. Il y a eu beaucoup de montures qui n'étaient pas montrables. Et petit à petit, en fait, les conseils sont venus. J'ai même pris contact avec Xavier, en fait, qui m'avait envoyé un mail avec quelques conseils. Et c'est tout doucement, les choses sont venues, se sont mises en place. Et de manière surprenante, en fait, il y a toute une synergie via des groupes Facebook qui fait qu'ensemble, on a réussi à trouver tout un tas de techniques et à développer des fabrications de montures en magasin. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. J'allais d'ailleurs vous poser une question parce que vous êtes le plus jeune autour de cette table. Vous avez été diplômé il y a un an de votre BTS OL. Vous avez poursuivi en bachelor opticien lunetier créateur. Qu'est-ce qui vous attire dans ce côté technique de la profession? Pourquoi avoir fait ce choix? Justement, pour répondre à ça, j'ai beaucoup de premières années en BTS optique en ce moment qui viennent me demander qu'est-ce que le bachelor, comment arriver à créer des lunettes. Et je les oriente sur le groupe et d'autres marques créateurs. Je leur dis allez voir. Est-ce que vous pouvez Ah oui. bien tenir le micro Je leur- près de je leur votre dis, menton? Voilà, vraiment merci. d'aller voir, de découvrir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut s'y mettre. On peut fabriquer des montures chez nous ou les faire fabriquer par d'autres personnes. Mais avant, c'était plus compliqué. On n'en parlait pas. Maintenant, on en discute parce que les opticiens cherchent à se différencier. Depuis 2010, on a eu 2 crises financières. Il y a eu plein de fermetures de boutiques. Voyant leurs voisins fermés, ils se demandent tous comment se différencier, comment offrir de nouveaux services aux clients. Et là, nous 4 autour de la table, on apporte des réponses à ça. Moi, voilà, très récemment, mais pour eux, en tout cas, c'est déjà fait. Donc ce groupe, moi j'en reparle juste 2 secondes. Vous y êtes également? Oui. Ça vous apprend plein de choses? Beaucoup. Beaucoup. Vous C'est motivant. permet de pouvoir échanger avec vos confrères qui ont plus d'expérience? Ouais. C'est motivant en plus. C'est-à-dire qu'on osera faire quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé, ne serait-ce que dans l'optique ou dans la lunette, même dans la création. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui travaille des lunettes en pierre, en corne, on va s'y intéresser. Pourquoi pas aller dans le Jura, faire un stage, vérifier comment est-ce que ça se fait, si c'est faisable en magasin. Et ça plaît aux clients. Ça plaît énormément en magasin. Monsieur Diagno, vous en parlez tout à l'heure, votre dada, vous, c'est la 3D plus particulièrement. Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser et comment c'est venu? Je vous dirais presque sur une plaisanterie, mais grosso modo, j'ai un ami designer qui m'a montré comment tu dessines. Donc lui, il a passé 5 ans de design, il dessine des voitures, des cafetières, tout ça. Et je dis, comment tu ferais pour une lunette? Il a commencé à me dessiner la face et je dis, mais attends, ça, je l'ai appris, mais avec un crayon, un papier, un crayon, je l'ai appris à faire ça, en optique graphique. Il a dit, montre-moi. Ah non, ton logiciel, 5 000 €, ça coûte cher, c'est pas accessible. Ah, mais il y a une version gratuite. C'est pas mal, ça. Ah, et on peut rajouter un plugin. Et c'est comme ça que j'ai dit, bah tiens, mais pourquoi on ne donne pas ça à apprendre aux jeunes, ou même aux opticiens? Ça ne fait pas tout. Mais ça peut être un premier pas pour avoir une démarche de dire, ah, ça me plaît, même l'acétate. Comment faire l'acétate? Ah bah ouais, comme ça. Ah bah, je veux faire de la lunetterie. Bon, je vais d'abord acheter des machines qui proposent des ateliers complets. Ah, mais ah oui, il faut poncer. Ah bah, elle va chez les MOF, ils ont beaucoup plus de technicité. Et on a eu cette idée parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas la patience de fabriquer une monture parce qu'il en fait. L'intérêt de la création de ce site avec Cyril, ça a été de regrouper tous ces autodidactes de tous les niveaux pour essayer de se partager des choses. Et c'est pour ça que le Silmo nous a aussi donné l'occasion sur le FrameLab de réunir un peu toutes ces personnes de ce forum. Bien sûr, on en parlera, oui, tout à l'heure. Je voudrais juste vous poser une autre question. Si on peut revenir sur les premières photos, les photos 1 et 2 qu'on voyait tout à l'heure à l'écran, vous en avez fait en fait votre activité de cette impression 3D. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites avec le site lu-net.fr? Alors, lu-net, c'est pas vraiment une vraie activité, c'est
Je vais vous montrer en fait l'utilisation de l'impression 3D, une des applications qu'on peut faire. C'est-à-dire que je me suis amusé à dire, bah tiens, on peut ressortir les dessins des lunettes de Marilyn Monroe et le fichier en STL, qui est une sorte un peu comme le MP3 pour les appareils audio. Le STL, c'est le MP3 pour les machines imprimantes en impression 3D. Ce fichier, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. C'est comme si je disais un MP3 téléchargé gratuitement. Les gens qui auront accès, parce que les imprimantes 3D maintenant deviennent accessibles. Si les gens ont une accessibilité à une impression 3D par un ami, par une société à côté, bah, ils peuvent s'amuser à se l'imprimer. Ce n'est pas une vraie lunette, c'est juste le prototype d'une paire de lunettes. Aujourd'hui, peut-être que plus tard, mais on n'y est pas encore. Mais je dis que cette technologie, si les lunetiers passent à côté, ils passent à côté de beaucoup de choses, comme ils sont passés à côté du façonnage et de l'optique graphique en cours de BTS. C'est juste une évolution. Donc ce site-là, c'était juste pour dire, voilà, on peut faire des choses intéressantes avec l'impression 3D. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez plein de sociétés qui disent, moi, je fabrique mes montures en impression 3D. Ça va se développer, il y aura différents matériaux. C'est un effet de mode C'est un effet de mode, mais c'est un super outil. Mais ça reste un outil. C'est pas la finalité. Monsieur Xémar, vous faites plus de la fabrication artisanale. On va voir quelques photos à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous procédez ? Au niveau du processus, en fait, je reproduis ce que j'ai appris lors de ma formation il y a une vingtaine d'années. Je suis passé par Morée. J'ai reconstitué tout le cycle de fabrication d'outillage avec une toupie, avec les scies, avec les lignes. Donc vous fabriquez de toutes pièces vos montures ? Il y a certaines pièces que je suis obligé d'acheter, en fait, les armatures de branches et ainsi de suite. Oui. Je n'ai pas le niveau des MOF qui fabriquent eux-mêmes toutes les pièces. Mais moi, je suis resté sur la fabrication conventionnelle telle que je l'ai appris au niveau du façonnage au BTS. Et comment vous avez développé votre activité ? Quel a été l'investissement de départ ? L'investissement de départ était minime. J'ai pris mon matériel de bricolage, en fait, parce que je suis un petit peu bricoleur. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait tel outil, que mes premiers outillages étaient finalement pas assez précis pour faire quelque chose de vendable. Donc petit à petit, je me suis retrouvé avec un atelier aujourd'hui qui est complet, quoique. Mais on peut commencer avec une scie à main, des limes, avec pas grand-chose à polir au magasin. Après, c'est la réflexion, c'est la recherche. On se dit, tiens, comment je peux faire ça ? Et petit à petit, selon l'orientation qu'on prend sur ces créations, on cherche le matériel qui correspond le mieux à ces fabrications. Alors justement, Monsieur Christin, à quoi un opticien lunetier doit-il penser avant de se lancer dans sa propre création d'une collection ? Alors avant de parler d'une collection, c'est de concevoir son atelier qui peut être très très simple, on l'a vu avec le matériel scolaire. On peut le compléter, et là il n'y a pas de limite parce que c'est un peu comme un train électrique qu'on installe chez soi. Il y a, pour faire une certaine qualité, un minimum qui ne représente pas une grosse somme. Pour 1 000 €, on peut installer un atelier correct. Et à partir de ce moment-là, je conseille à tous de se lancer, de faire les premières lunettes pour la famille. C'est comme ça qu'on commence. Je dirais c'est le meilleur conseil parce que il y a le plaisir de fabriquer, c'est la première des raisons. Et puis de faire plaisir. Et c'est plus abordable que l'exigence du client. Donc c'est une passion au départ. On ne peut pas s'improviser créateur si on n'a pas l'envie d'exprimer. Alors si vous prenez sur le salon, je dirais 50% des visiteurs ont tous en tête de créer une lunette. Mais combien passent par la réalisation de leur idée ? Très peu. Et je dirais, faites-vous plaisir, dessinez, même si vous ne dessinez pas très bien. Théoriquement, les opticiens ont quand même un côté technique. Il existe des petites machines toutes simples qu'on trouve style les ponceuses à bande qui représentent la meule à main de l'opticien. Et au lieu de faire certaines opérations à la lime fastidieuse, on peut le remplacer déjà par cette petite ponceuse verticale qui redonne et qui fait gagner beaucoup de temps. L'idée, c'est d'utiliser des machines simples dans un premier temps
mais ne pas perdre trop de temps et se noyer dans des opérations qui durent. Donc, essayer de gagner du temps, essayer de gagner de la précision en même temps. L'application de vos rêves, ça peut passer par des choses relativement simples. Donc, équipement simple, de base. On parlait aussi tout à l'heure formation. Est-ce que, Monsieur Dagneau, vous avez suivi des formations pour vous lancer dans l'impression 3D? Parce qu'il faut être manuel, mais en même temps savoir un petit peu toucher à l'informatique. Alors, je vous avouerai que aujourd'hui, tous les jeunes savent travailler sur ordinateur, ils savent limite plus écrire à la main, mais ils savent tous faire Facebook. J'ai eu la chance, en étant étudiant, d'être très bon en optique graphique. Et on m'a présenté un logiciel dont j'ai fait un plugin qui s'appelle OptiMaker. On parlait d'apprendre à dessiner. Comme je dis, tout le monde n'est pas très doué pour dessiner. Ce logiciel aide à dessiner des montures et commence à rendre un peu plus accessible. Effectivement, pour gagner du temps, il y a des machines qui existent qui sont plus accessibles. Vous me demandiez par rapport justement à l'accessibilité. Oui. L'accessibilité, je vous dis, c'est chacun trouvera son rythme en fonction des machines qui existent. Il y en a qui sont incapables de faire une monture, mais déjà ils pourront déjà la dessiner. Et rien n'empêchera de demander par exemple à un MOF ou un artisan lunetier de fabriquer sa propre monture à partir du dessin. Processus. Parce qu'elle n'est pas simple. Je l'ai fait, je sais le faire, mais je n'ai pas le talent. Mais ça, je sais le faire et je pense que tout le monde pourrait apprendre déjà à faire ça et pouvoir proposer déjà du sur-mesure à sa clientèle et faire quand même un acte technique. Monsieur Christin, vous avez pris conscience chez les MOF de ce manque de formation et vous avez lancé une école il y a quelques années maintenant qui marche plutôt bien, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous proposez? Alors, cette école, au départ, c'est une rencontre de meilleurs ouvriers de France. Et les premières années sur le salon, nous avons proposé des démonstrations, montré nos gestes. Et à la demande des opticiens, qui nous ont dit « mais c'est bien beau de nous montrer le geste, mais il faudrait nous l'apprendre », on a créé une école qui est totalement indépendante de toute structure, qui est basée à Morée, où on souhaite, sur le principe, apporter tout un ensemble. Il y a la partie technique de l'apprentissage, mais il y a l'accompagnement. On peut aussi bien accompagner un jeune créateur à remettre en état une machine, se fournir en matériaux et rencontrer d'autres professionnels proches qui peuvent être des artistes ou designers. Ça permet de se constituer aussi un réseau? Le réseau est indispensable. Alors dans cette école, vous avez plusieurs niveaux. On est en train de réfléchir sur la création d'un premier module qui serait purement artistique. C'est assez complexe à mettre en œuvre. Dans nos collègues meilleurs ouvriers de France, nous avons un designer qui a fait les beaux-arts et qui serait peut-être prêt à accompagner dans le côté artistique. Ce n'est pas dans le design, c'est dans le côté artistique. Puis on passe par une succession d'étapes, de stages, qui permettent de passer du premier contact de la matière avec l'utilisation des commandes numériques ou des lasers de découpe ou des lasers de gravage, qui sont pour nous un outil. La toupie qui existait dans les usines dans les années 60 est remplacée par d'autres machines. Les machines pour évoluent, nous, bien sûr. les machines évoluent, mais elles ont toutes un avantage. Faire une petite reprise d'une machine qui a été sortie en prototypage sur une CN, une commande numérique, peut être repassée sur une toupie pour faire un angle, parce que la commande numérique n'a pas l'outil de forme que l'on a sur la toupie. C'est un exemple. Donc, toutes les évolutions techniques sont une succession d'outils que l'on propose à la formation dans nos stages. Monsieur Ludon, vous venez de sortir d'école, hein, je le rappelle. C'est quoi pour vous aujourd'hui le métier d'opticien par rapport à ce que vos confrères viennent de dire? Ça n'intéresse pas forcément tous les opticiens qui vont venir ici. Là, on s'adresse, je pense, plus aux indépendants ou alors à ceux qui pensent devenir indépendants. Parce que la plupart des opticiens là sont franchisés ou alors n'ont pas forcément la clientèle qui va demander du sur-mesure. Mais pour les indépendants qui sont dans un secteur ou un quartier où les gens s'y intéressent, autant foncer pour ça.
Et quelle orientation comptez-vous donner à votre carrière? Pour moi, cette semaine, par exemple, j'étais aux ateliers de Paris. J'ai été voir les jeunes créateurs de toutes sortes, des plumassiers, des bronziers, des couteliers. Oui, donc ça Et, ne se cantonne pas à la lunetterie. Voilà. Vous allez voir au-delà. Pour faire de la lunette, pour faire de la très belle lunette, je vais essayer, je pense, d'aller plus vers l'artisanat d'art. J'ai trouvé une possibilité de stage sur l'île de la Réunion avec l'un des derniers écaillistes. Et pour les jeunes, il existe un tas d'aides à Paris pour pouvoir se lancer dans l'artisanat. En fait, ce sont des métiers qui meurent. Comme lunetier, on a beaucoup de lunetiers, mais un acrier, par exemple, en France, j'en ai trouvé 3. Officiellement, il y en a un seul sur l'île d'Aix. Et l'État aide beaucoup les jeunes qui voudraient reprendre ces métiers à se lancer. Pareil pour les écaillistes. C'est-à-dire que là, je suis en train d'entreprendre des démarches pour me faire payer ma formation. Le voyage, la durée de temps d'apprentissage sur l'île de la Réunion. Et c'est accessible à tous les jeunes qui sortent du diplôme. Donc, plutôt que de se précipiter sur le premier boulot qu'on trouve sur Acuité à mon âge, là, j'ai pris une pause de 6 mois pour y réfléchir. Le Et temps de la réflexion. c'était la meilleure chose à faire, vraiment. Là, arrivé aujourd'hui, j'ai un panel d'opportunités devant moi. C'est formidable. Et quel conseil pourriez-vous peut-être donner, Monsieur Dagneau, Monsieur Xémar, aux jeunes afin de choisir leur spécialisation aujourd'hui? Après, le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de faire son métier avec passion et de suivre la voie qu'on a envie de suivre, tout simplement. Ça ne sert à rien de faire un métier qu'on n'apprécie pas. Il faut vraiment aller dans la voie auquel il veut se destiner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est la question à se poser. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce vraiment qu'on faire? veut vraiment faire? D'accord. Monsieur Xémar, vous avez créé votre propre collection. Vous faites aussi des créations un petit peu plus personnalisées. On va passer quelques photos à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, s'il vous plaît? Alors, photo suivante. Voilà, merci. Donc là, ce sont des montures en corne, en fait, que je dessine. Pour ceux qui me suivent un petit peu, j'essaye d'avoir une patte qui est reconnaissable, une espèce d'ADN. Qui est? Qui va être un petit peu difficile à définir en quelques mots, mais mes formes sont assez papillonnantes sur des inspirations des années 60-70. Je m'inspire beaucoup des années de ma naissance et antérieure. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la photo suivante en régie, s'il vous plaît? Voilà, donc ça c'est un projet un petit peu particulier. C'est pour une miss départementale, qui m'avait demandé une paire de lunettes. Là c'était assez complexe, qu'il ne fallait pas une lunette qui soit trop voyante. Mais malgré tout, il fallait quand même qu'on puisse identifier que ce soit une monture créateur. Donc on a convenu de rester sur une forme Pentos, qui est une des formes les plus diffusées, et j'ai apporté mon pailletage que je mets sur beaucoup de montures féminines. Alors on a un nouveau modèle là. Voilà, donc toujours la corne. D'accord. Ça c'est pour un industriel de la lunetterie qui me l'a commandé. Et il est partagé en fait entre l'Afrique et l'Europe en permanence. On voit aussi au niveau de l'étui, le design est travaillé. Je ne vois pas très bien quel matériau vous avez utilisé. C'est du papier recyclé. D'accord. Très bien. On a également d'autres modèles à montrer. Voilà, ça c'est une création qui a déjà quelques mois. J'ai pas mal évolué depuis. Bizarrement, j'ai beaucoup de clients opticiens qui me passent des commandes finalement, et c'était une opticienne qui voulait porter quelque chose d'importable. Donc on est parti, j'ai beaucoup étudié ses besoins, j'ai mis 2-3 mois à étudier ses besoins. Quand je la vois aujourd'hui, je la trouve imparfaite, très imparfaite, mais j'ai vu la personne encore il y a quelques jours, elle n'arrive pas à s'en défaire de cette monture. Monsieur Dagneau, avec l'impression 3D, vous faites principalement du prototypage. Vous nous disiez que la technologie a encore ses limites. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne vendable et portable? Non, comme je vous ai expliqué, c'est dessiner une monture en face, ça ne suffit pas. Il y a vraiment la 3D, c'est un métier. C'est un métier de design, surtout si on veut le faire sur ordinateur. Par contre, dessiner une face, c'est des gestes qu'on avait de lunetterie basique. C'est vraiment pour amener vers la lunetterie. C'est un premier pas. C'est juste une initiation à. Et c'est pour donner, comme on dit, on commence par ça et essayer de donner envie via la technologie à dire je m'y intéresse et pourquoi pas, tiens, refaire à la main carrément
ces gestes de shoot, de riftage de branches, de boutrelage qu'on n'apprend plus, tout simplement dire ah bah tiens le prototype je vais installer des branches, comment je vais faire, bah, tu peux boulonner ou rifter ou boutreler dessus, refaire en fait les gestes des artisans lunetiers qu'on avait auparavant ou de ce qu'on apprenait en école. Et voilà, j'ai trouvé la motivation à partir de l'impression 3D. C'est juste une illustration en fait. Donc là, on a quelques photos que vous nous avez envoyées pour nous illustrer vos propos. Non, oui, ça en fait c'est le logiciel que j'ai développé pour simplifier le dessin. Ça ne fait pas tout. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une forme pentos dit ouais mais l'écart du nez, eh ben, tu vas d'abord mesurer avec ton rhinomètre la mesure du nez, la largeur de nez, avec ton céphalo. Tu peux imprimer d'ailleurs en 3D. Vous pouvez même imprimer en 3D les instruments d'optique. Voilà, entre autres. Donc là, ce qu'on voit, la monture avec la face blanche, c'est un prototype. C'est un prototype. On a imprimé la face, après vous galbez, vous faites les gestes de lunetier. Comme je vous ai dit, ça ne va pas... Peut-être dans l'avenir on sortira des lunettes, mais aujourd'hui c'est pas le but. C'est vraiment de faire simplement un prototype et redonner envie à reprendre des gestes de lunetier techniques qui peuvent vous faire évoluer à dire... Bah, au lieu de faire, tiens, j'ai fait le prototype, c'est bien, la machine elle m'a imprimé la face, j'ai rien eu à faire, à programmer, à découper à la scie. Tiens, ça me donne envie de la faire en acétate. Ou pourquoi pas, j'ai pas 10 heures à passer dessus, pourquoi pas demander à un MOF ou à Cyril ou peut-être Benoît plus tard de Comme dire. vous disiez, de faire la suite, oui. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que par exemple la forme pentos que vous avez là, que en fonction des mesures vous aurez dessiné, si je la demande à la faire par Cyril, par un MOF ou par Benoît, ce qui est amusant, c'est que chacun aura sa touche, sa qualité de finition. Cette forme-là, même si vous la demandez en écaille foncée, personne ne la sortira de la même manière. En fonction de sa technicité, c'est comme un baba au rhum. Si vous demandez à votre boulanger en bas de chez vous de faire un baba au rhum et un maître ouvrier de le faire, je peux comprendre qu'il y a une différence de prix parce que vous n'aurez pas le même travail au final. C'est pareil pour la lunette. Vous pouvez avoir le plan, dire voilà je veux ça, mais ça après c'est un travail de lunetier que j'espère ça donnera envie de donner. Monsieur Christin, vos créations vont également des plus folles aux plus médicales, hein, vous nous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez commenter les photos qu'on va passer, s'il vous plaît? Alors, c'est une cliente qui souhaite avoir plusieurs paires, c'est ses 3e et 4e. C'est un modèle avec un petit peu de masse au point de vue épaisseur. Et elle a sorti les lunettes assez tenues. Donc, le matériau, c'est de l'acétate. On fait beaucoup de collage, ce qui permet de créer des équilibres pour elle. On va passer aux créations suivantes. Alors ça, c'est un petit clin d'œil que j'avais fait l'année dernière pour le Silmo. C'est une lunette que j'avais baptisée En cours. Alors c'était En cours parce que elle ressemble, le côté droit ressemble à une tablette de chocolat qu'on casserait pour la terminer. Et puis c'était un clin d'œil avec notre école que c'est un travail qu'on pourrait faire en cours pour pouvoir travailler les différentes techniques de collage. Et en fait, il y a toutes les opérations qu'on peut retrouver sur une lunette. Celle-ci. Là, c'est un travail qui est beaucoup plus complexe. C'est une lunette en ébène et titane. Donc, pour les photos pour les photos, vous fournir des photos, elle n'est pas terminée sur la photo, mais elle a été réellement terminée. La branche titane est complètement dans la partie début de la branche, est complètement fermée. C'est une monture titane et frêne qui est avec le frêne et le contre-collage pour donner la rigidité à l'ébène. Là, c'est une lunette pour une pauvre petite fille qui a la racine nasale qui est enfoncée entre les deux yeux. Elle avait déjà subi une opération pour extraire une partie de la racine nasale. Elle va subir 2 autres opérations pour continuer à extraire la racine nasale. Et c'était pour combler le manque qu'on a assorti ce nacelle spécifique pour apporter un appui. On aurait pu appuyer sur les pommettes, mais c'était encore une autre solution qu'on n'a pas choisie. Celle-ci, c'est le premier prototype de la lunette à réalité amplifiée pour malvoyants. Vous pouvez la voir sur notre stand, dans la formule allégée. Là, c'est du fil d'inox de 2 mm. Elle est réalisée maintenant avec du fil d'inox d'1 mm. Le principe, vous avez une caméra. Là, c'était une grosse caméra qui est installée, qui est beaucoup plus petite,
avec un écran. Donc tout le monde sait faire une caméra, un écran. La particularité, c'est qu'il y a une deuxième caméra qui suit la position de l'œil et qui suit les reflets des 4 diodes infrarouges qui sont montés à l'intérieur. Et pour les gens qui ont la DMLA, s'il y a une tâche centrale, si on décale l'image à côté de la tâche noire, eh bien, on va pouvoir lui donner une acuité qui ne sera pas une acuité centrale, mais qui sera une acuité d'à peu près 3/10. Donc cette caméra corrige la position de l'image pour la projeter dans la partie saine de l'œil. Donc c'est un suivi de la position de l'œil qui est dynamique. Si l'œil cherche à voir par le réflexe de fixer, eh bien la caméra corrige. On peut zoomer, on peut changer les couleurs de contraste comme un téléagrandisseur. Et on va pouvoir, quand la fonction sera installée, même faire un champ visuel pour régler la lunette et la rendre la plus opérationnelle et plus fonctionnelle. Donc sur ce projet, j'ai travaillé sur la structure de la monture, mais j'ai apporté ma connaissance en professionnel de basse vision. C'est très technique. C'est un équipement très technique. Ouais. Donc on peut tout faire, hein, finalement, s'éclater avec les couleurs, les matériaux, mais aussi répondre à des besoins beaucoup plus techniques. Monsieur Ludon, qu'est-ce que vous inspire les expériences de vos confrères autour de la table? C'est très important de s'intéresser aux matériaux. Là, on a vu chacun les créations différentes. Et entre les imprimantes 3D, ça c'est vraiment s'intéresser à tout ce qui est nouveau sur le marché, c'est important. Mais les matériaux dans la lunette, quand on crée, c'est ce qui fait votre patte. C'est-à-dire que la corne et les écailles, il existe des dizaines et des dizaines de cornes. Par exemple, l'écaille de tortue, c'est très difficile à travailler et très dur à trouver des stocks. Je me suis beaucoup intéressé, mais j'ai vu que vous travailliez aussi la corne de zébu. J'ai vu des cornes de zébu qui ressemblaient trait pour trait à des écailles de tortue. Et c'est un matériau beaucoup moins cher, très agréable au toucher, à travailler, je ne sais pas, mais savoir avoir un beau panel de matériaux, des bois aussi exotiques, il en existe beaucoup. Et c'est pas forcément le prix qui va exploser. C'est juste, est-ce qu'on est capable de le travailler à la main après ? D'accord. On va en parler aussi rapidement pour répondre un petit peu à tous ces jeunes, à leur passion et puis aux moins jeunes aussi. Le CINMO vous a réservé cette année un espace. Monsieur Xemar, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites sur le FrameLab ? Alors moi, je n'ai pas pu participer au FrameLab parce que mon travail m'appelle sur un autre stand. D'accord. Donc je pense que je vais laisser Charles en parler avec passion. Très bien, Monsieur Dagneau. C'est bon, allez-y. Oui. Oui, comme Cyril s'est fait, on va dire, endorser, il avait beaucoup de travail à faire sur son stand, donc on m'a délégué le soin de gérer ça. Je vous avouerai, je suis pas très bon pour tout gérer à moi tout seul, mais j'ai essayé de tout gérer pour essayer de faire les choses correctement. J'ai surtout été aidé bénévolement par plein d'artisans lunetiers qui débutants, peut-être moins débutants, qui ont chacun leur patte. Et, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous proposez des ateliers ? En fait, c'est un atelier, voilà, ce qu'on partage depuis plusieurs mois sur le site quand tu fabriques une monture sur mesure. Tout ce qu'on partage entre nous, nos petits trucs, ah bah tiens je peux faire ça pour toi, si tu veux je peux te découper ça. En fait on se retrouve sur ce stand que nous a donné Monsieur Lenoir, que je remercie, pour pouvoir se retrouver physiquement et expliquer comment on fait. Et l'avantage qu'on a, c'est d'avoir à côté de nous les MOF qui en passant dit, c'est comme vous savez un art. Vous avez un guitariste dans le métro qui est en train de jouer, et là vous avez un guitariste professionnel qui arrive et qui fait « Tiens ton manche comme ça, tu verras, tu joueras mieux ». Et en fait c'est comme ça qu'on évolue. Et on a la chance d'avoir justement des MOF qui sont passés et dit « Fais ça comme ça ». Et en fait c'est comme ça que ça évolue. On essaye d'être un peu le maillon manquant, le chaînon manquant entre ce qu'on ne nous apprend plus en BTS et les MOF, et donner envie d'aller plus loin. Et cet espace est réservé à tous les lunetiers qui ont envie de s'y intéresser. Et peut-être découvrir leurs limites. Et découvrir la technologie aussi. Vous distribuez un logiciel d'impression 3D, je crois. C'est ça, dont je parlais, OptiMaker. C'est un plugin sur SketchUp. Le SketchUp est un logiciel qu'on utilise aussi pour les cuisines Ikea, pour fabriquer plein de choses. Moi, j'ai fait un plugin pour des lunettes. Et ce plugin, en fait, a l'avantage on peut imprimer la face sur du papier. Ça peut permettre de découper une face sur des machines comme des CNC, n'importe quelle imprimante 3D, passer dessus. Ça ne fera pas le travail d'un produit technologique industriel, mais déjà c'est un premier pas. Et avec ça, ce que vous avez là, c'est mon amie Sarah Grandjean qui, à partir d'un prototype que j'ai réalisé, je lui ai demandé de me la fabriquer et elle m'a fait réaliser ça. Parce que je n'ai pas la patience d'un lunetier. Mais ça sera
à mon Et avis, pour une les- évolution. Et pour les opticiens qui ne sont pas sur le Silmo et qui n'auront pas l'opportunité d'aller sur ce stand, comment pouvoir accéder à Alors, tout ça? vous allez sur mon site optimaker.fr. Vous avez le logiciel, le plugin qui est en téléchargement dessus, mais je peux faire aussi une petite formation, mais ça ne vaut pas une formation, bien entendu, d'un réel MOF. Mais ça peut, comme je vous dis, un premier pas. Et sur le logiciel, il y a un tutoriel quand même assez simple. Il y a même des vidéos dessus où on explique comment faire. Je vous dis, ça ne vaut pas une formation comme a suivi Benoît lors de Oui, la son formation est bachelor. importante, bien voilà, sûr, exactement. Mais je vous dis, c'est juste initiatique. C'est une sorte de chaînon manquant. Donner envie. Regardez. L'imprimante 3D, c'est bien, ça donne envie, mais ça ne fait pas tout. Allez plus loin. C'est le premier pas. Monsieur Ludon? Oui, j'aime bien l'idée du premier pas parce que là, les imprimantes 3D en sont au tout début, en tout cas pour la lunette. Mais c'est surtout qu'il faut, voilà, ça commence à être accessible. Ne serait-ce que, par exemple, Leroy Merlin a un projet d'ouvrir un des plus gros Fab Labs de France, parce qu'en France, on est en retard là-dessus. Mais dans 10 ans, ce sera possible d'imprimer dans toutes sortes de matériaux. En C'est quelque métal, chose que vous avez en déjà or. appris à utiliser? Non, mais pour moi, c'est mon pari d'avenir. C'est-à-dire que là, je mets tout doucement à apprendre les logiciels 3D. J'essaye un logiciel un peu plus difficile que celui qui est proposé. Ça, j'ai déjà appris à le faire dans ma formation. Donc là, je vais essayer d'aller plus loin. Et dans 10 ans, rien ne m'empêchera d'imprimer une monture en or, tout simplement. Ça, à dire, c'est assez choquant pour tous les fabricants qui sont là, mais dans moins de 10 ans, c'est fait. Donc il ne faut pas avoir peur de l'opportunité que nous offrent les technologies et Ouais. l'évolution des Et machines. c'est bien de dire les technologies, parce que imprimante 3D, c'est une machine. Une technologie parmi d'autres, Voilà. oui, bien sûr. Après, on parle juste de logiciel 3D. Mais logiciel 3D, on va pouvoir maîtriser aussi les hologrammes. Par exemple, si vous tapez Bleen sur YouTube, B-L-E-E-N, vous allez voir tout de suite que ça va changer très vite. Un projecteur d'hologramme dans n'importe quelle boutique, c'est faisable en très peu de temps. Et ça, quand on commence à s'intéresser à toutes ces technologies, on le découvre et on se dit « Waouh, il faut vraiment que je m'y mette ». En tout cas, tous les quatre, vous êtes vraiment des passionnés. Ça fait plaisir à voir. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et de nous avoir suivis sur Acuité. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.